Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le Bureau d'information du Parlement européen, l'Institut Pierre Werner et europaforum.lu sont très heureux de vous accueillir ce soir pour ce débat sur les élections, enfin, sur le résultat des élections européennes. Pour mener ce soir ce débat, nous avons deux invités qui viennent l'un d'Allemagne, l'autre de France. Alors je passe par l'alphabet. Je commence d'abord à présenter Monsieur Bertoncini. Yves Bertoncini est le directeur de la fondation Notre Europe, Fondation Jacques Delors. On a un peu discuté avant comment on pourrait qualifier cette fondation et on est tombé presque d'accord pour dire qu'elle est pro-européenne, elle a une sensibilité sociale, est très fortement démocratique et qu'elle est par rapport à son orientation politique assez œcuménique quand il s'agit de l'Europe. Auf der anderen Seite haben wir Herrn Frank Pries von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine Stiftung, wie viele ja hier wissen, die der Christlich-Demokratischen Union sehr nahe steht. Und beide eingeladenen Personen werden sich auch danach noch kurz einmal selbst vorstellen. De quoi s'agit-il donc ce soir? On a des élections européennes qui sont terminées avec un résultat assez compliqué. Le Parti populaire européen est resté la famille politique européenne la plus importante. Il a recueilli 213 sièges. Il en avait 274 encore dans l'ancien Parlement. Donc, il y a eu de fortes pertes, mais il reste toujours le premier groupe. Le PPE est suivi par le Parti socialiste européen, qui est organisé dans un groupe politique qui s'appelle SED, socialiste et démocrate. Ils ont recueilli entre 189 et 191 sièges, ça va encore peut-être évoluer dans les prochains jours, contre 180 sièges dans le précédent Parlement. Le SED Stein, lui aussi, Stein, de son côté, si on tient compte du nombre légèrement inférieur de députés dans le nouveau Parlement, qui est quand même passé de 766 sièges à 751 sièges. Ensuite, il y a les libéraux de l'ALDE, qui sont les troisièmes, avec 64 sièges. Ils ont, eux, perdu quand même 19 sièges. Le quatrième groupe, ce sont les Verts. Ils ont 52 sièges. Ils en avaient 57 avant. Dont l'un de ces sièges était d'ailleurs occupé par un régionaliste député du NVA belge. Ce qui devrait surprendre peut-être les uns et les autres, mais c'est ainsi. Les conservateurs britanniques et polonais forment avant tout les conservateurs européens, le groupe des conservateurs européens. Ils ont, eux, remporté 46 sièges, ils en avaient 57 avant. La gauche unie, elle a 42 sièges contre 35 en 2009, donc elle en a gagné un peu. Et cette remontée est surtout due au vote grec, portugais, espagnol et irlandais. Donc des pays à programme du temps de la crise. Les non-inscrits, chez lesquels l'on retrouve une bonne partie de l'extrême droite, sont passés de 33 à 41 députés. C'est un chiffre très provisoire en ce moment officiel, avant la structuration des groupes. Le groupe EFD est avant tout formé par la UKIP et la Ligue du Nord italienne, mais aussi par le Parti populaire danois et par les vrais Finnois. Il compte maintenant 38 députés contre 31 en 2009. Là aussi, ce n'est que provisoire. Ensuite, il y a un magma de 64 députés européens qui ne peuvent pas encore être attribués à un groupe politique, ils cherchent une famille, parmi eux l'AfD allemande, par exemple ce Newcomer qui a quand même dépassé les 7% dans son pays. Bref, sur cette frange de la droite, l'échiquier politique, qui va des populistes de type mouvement des 5 étoiles,
aux ultraconservateurs europhobes et aux régionalistes nationalistes pour arriver à des partis d'extrême droite comme le PP danois ou carrément de type fasciste comme par exemple le Front National. Je le dis avec conviction, mais aussi peut-être en citant Mme Reding et M. Schäuble qui le disent aussi. Et voilà. Et je pense aussi à un parti d'extrême droite fascisant comme Jobbik. Il y a donc une frange très grande qui n'est pas encore structurée, où l'on retrouve finalement plus de 140 députés, presque un cinquième de l'Assemblée européenne. Une nouvelle donne néanmoins de cette élection aussi, c'est que la chute du taux de participation a été enrayée au niveau européen. Évidemment, dans le détail, pays par pays, et région européenne par région européenne, l'évaluation du fait qu'on ait pu stopper l'abstention serait plus nuancée. Mais néanmoins, c'est une chose importante. Et le résultat de ces élections infirme aussi la thèse que c'est l'abstention qui favorise ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, ceux qui veulent dissoudre l'Union européenne ou ceux qui ne veulent qu'un simple marché commun. Voilà. Alors ce soir, nous nous réunissons pour discuter donc de premières conclusions qu'on peut tirer de ces élections, notamment après le Conseil européen informel de la semaine dernière, avec tout ce que cela comporte d'ailleurs de risques, mais aussi de perspectives. Il s'agit donc d'interroger ce qui est arrivé, de ne rien refouler, de travailler dans un esprit, on semble ici, de vérité, sans lesquels il n'y a pas vraiment d'espérance dans un si grand projet comme l'est l'Union européenne. Alors, quelques questions qui vont être soulevées, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une érosion des grandes familles politiques européennes, les démocrates chrétiens, les sociodémocrates, les libéraux, les verts? Sous quelles conditions un compromis entre les grandes familles politiques européennes pourrait-il relancer le projet de l'Union européenne de manière crédible, surtout pour ceux qui s'en éloignent? Ensuite, une autre question qui se pose, est-ce que ce compromis pourra-t-il se réaliser sans que l'on ait recours à une des têtes de liste qui pèse, puisque ce n'est pas M. Juncker ni M. Schulz, comme l'a demandé le groupe des présidents des groupes du Parlement européen, mais M. Van Rompuy, qui a été désigné maintenant par le Conseil européen comme informateur. Alors une autre question, courons-nous un risque si un terzo commodo, pas un terzo incommodo, un terzo commodo devait s'imposer ou être imposé en fin de camp comme président de la Commission? Est-ce que ce risque existe que les gens se détournent dans les élections européennes? Madi Delvaux, une des eurodéputées élues dimanche dernier, il y a 10 jours, a dit pendant un débat du jeudi, si ce pacte électoral n'est pas vraiment respecté, les gens risquent de ne plus croire en rien. Je la cite parce que c'était quand même quelque chose d'important qui a été dit et qui est quand même aussi dans pas mal de têtes. Donc, il faut en parler. Ensuite, il faut se poser la question, après ces élections, est-ce que tous les États membres sont-ils encore de vrais parties prenantes, engagés pour faire avancer l'Union européenne? On va voir ce qui s'est passé les derniers jours. Ensuite, une question aussi à nos experts, la montée dans certains pays des europhobes, des populistes, des fascistes, comme au Royaume-Uni, au Danemark, en Belgique, en France, j'en passe, pourrait-elle déstabiliser l'Union européenne? Voilà. Je donnerai d'abord peut-être la parole à M. Frank Pries, et ensuite M. Bertoncini prendra la parole. Il y aura un certain nombre de questions, mais très vite, la parole passera de votre côté dans la langue que vous souhaitez. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu, donc, mais je crois qu'on a été très actif à l'entrée, il y a donc des écouteurs qu'on peut avoir pour les traductions. Merci. Ja, ganz herzlichen Dank. Zunächst mal tut es mir leid, dass ich nicht in Französisch sprechen kann, was ja offensichtlich außer mir hier alle können, ein echtes Defizit, aber ich hoffe, durch die Hilfe der Übersetzer werden wir uns trotzdem verstehen. Das Zweite, was ich mir natürlich überlegt habe bei diesem Publikum, was nun aus sehr vielen Experten besteht, die nun auch sehr eng mit Europa verbunden sind,
was kann ich eigentlich noch Interessantes beitragen. Und ich will das mal versuchen, mich an den Leitfragen, die wir eben gehört haben, etwas entlang zu hangeln und dabei natürlich die deutsche Perspektive und die deutschen Befindlichkeiten vielleicht besonders zu adressieren. Zunächst mal haben wir ja gerade, wo von der Zusammensetzung des Parlaments die Rede war, in Deutschland einen Rekord aufgestellt. Wir entsenden mit 14 Parteien nach Europa ins Europäische Parlament. Das ist Rekord unter allen Mitgliedsländern. Ein Rekord, über den wir uns natürlich nur begrenzt freuen, weil dort natürlich jetzt auch durch das Fallen der Sperrklausel, die es bei uns bei nationalen Wahlen gibt, auch Parteien ins Europaparlament gelangt sind mit 0,5% der Stimmen, die vielleicht doch nicht so sehr repräsentativ sind. Zum Beispiel die Tierschutzpartei oder auch die Neonazis haben es leider geschafft. Die Partei hat es geschafft, die eigentlich mehr unter satirischen Aspekten angetreten ist, die Familienpartei, aber da wird sicherlich nicht die große Bewegung davon ausgehen. Unsere Wahlforscher, auch bei der Adenauer Stiftung, haben gesagt zu dieser Wahl, man hätte eigentlich weitgehend die Wahlanalyse von 1979, 1980 nochmal nehmen können mit Aussagen über die Europawahl und sie hätte in weiten Teilen nach wie vor gestimmt, zumindest was Deutschland angeht. Es ist nach wie vor die Europawahl eine Second-Order-Election oder Fourth-Order-Election, wie man auch möchte. In Deutschland ist ganz eindeutig bei der Befragung der Präsidenten, bei der Frage der Wähler, die nationale, die Bundestagswahl ganz oben, dann kommen die Landtagswahlen, die Kommunalwahlen und unten die Europawahl. Das hat sich nicht geändert. Es gibt ein vergleichsweise niedriges Interesse und es gibt ein vergleichsweise niedriges Wissen. Dass die Wahlbeteiligung in Deutschland etwas besser war als beim letzten Mal, hängt damit zusammen, dass wir in 9 Bundesländern Kommunalwahlen parallel abgehalten haben. Dazu in so großen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, wo im Vergleich zu 2009 die Wahlbeteiligung um 16% gestiegen ist. 2009 waren dort nur Europawahlen, diesmal war es gekoppelt mit Kommunalwahlen. Das hat mit dem niedrigen Wissen, wenn man natürlich fragt, auch ein Stück was weit zu tun. Es führt aber auch zu einer größeren Experimentierfreude und auch zu einer gewissen Ventilfunktion. Soweit einem das tut, bekommt man eben oft die Antwort, naja, bei der Bundestagswahl gilt noch der alte Adenauer Slogan von 1957, keine Experimente. Bei einer Europawahl, die man nach wie vor für nicht so wichtig hält, trotz des Zuwachses der Bedeutung, nicht zuletzt des Europäischen Parlaments, da kann man auch mal, wie man auf Deutsch sagt, die Sau rauslassen und auch mal vielleicht so wählen, wie man es sonst möglicherweise nicht täte. Und dann kommt natürlich das Thema der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit der Sperrklausel noch hinzu. Und es zeigt sich sehr eindeutig, wer die Europäische Union weder gut noch schlecht bewertet, neigt dazu, zu Hause zu sein. Wer also nicht in irgendeiner Weise pro oder contra stark emotionalisiert ist, der hat damit ein Problem. Das europäische Mehrebenenprinzip macht es den Bürgern natürlich auch nicht gerade leichter, auch den Medien nicht. Da hat das mit den Spitzenkandidaten zumindest in Deutschland ein bisschen geholfen, weil man es natürlich polarisieren kann. Man kann politische Entscheidungen personalisieren. Unter Personen kann sich jeder was vorstellen, mit welchen Programmen dann die Personen verbunden werden. Da wird es dann schon sehr, sehr schnell schwammig. Auch die Frage andererseits für die Wahlbeteiligung bei allem Wohlwollen hat natürlich vielleicht das Thema Spitzenkandidaten in Luxemburg und in Deutschland eine gewisse Rolle gespielt. Ansonsten lassen sich allerdings keinerlei Effekte nachweisen, dass die Spitzenkandidaten nun besonders mobilisierend gewirkt hätten bei den Wahlentscheidungen. Und da würde ich auch das erste kleine Fragezeichen vielleicht machen, ob sich tatsächlich europaweit alle so betrogen fühlen würden, wenn die Spitzenkandidaten nicht so zum Zuge kommen würden, wie man das vielleicht denkt. Die europapolitischen Positionen der Parteien sind den meisten Wählern doch nach wie vor unbekannt. Natürlich unter diese 14
und bei der Situation des neuen Parlaments sich das anschaut, dann haben natürlich nur 4 von 10 Europäern mitgemacht und von diesen 4 hat einer gesagt, ich bin aber mit dem ganzen Projekt nicht einverstanden. Das ist was man natürlich auch im Hinterkopf haben muss, wenn man das Wahlergebnis sich anschaut. Und es waren in letzter Konsequenz doch wieder 28 nationale Wahlen mit 28 doch sehr eigenen Wahlkämpfen und doch mit sehr eigenen nationalen Agenden, wo oft auch eine Rolle gespielt hat, der nationalen Regierung mal ein Denkzettel zu verpassen, ohne dass man unbedingt Europa und die Europapolitik dort so mitgedacht hat. Da haben die Parteien vielleicht, und da würde ich Deutschland trotz dieses entspannten Ergebnisses, was ja in vielen Fällen so vom Bekannten kaum abweicht, von der AfD vielleicht mal abgesehen, muss man sagen, dass natürlich der Wahlkampf als solcher auch in Bezug auf Europa kein Europawahlkampf war. Man hätte in Deutschland eigentlich die Bundestagsplakate mehr oder weniger hängen lassen können und hätte mit 1, 2 Wortveränderungen und durch das Hinzuziehen des Begriffs Europa wahrscheinlich doch einen ganz ähnlichen Wahlkampf gehabt. Aus der Sicht der CDU, muss ich sagen, und die Adenauer Stiftung ist ja nun der CDU verbunden, hätte man vermutlich dem Wahlkampfleiter auch nicht unbedingt was anderes empfohlen, als auf die Popularität von Frau Merkel zu setzen und unter das Plakat zu schreiben, deutsche Interessen in guten Händen. Ob das aber natürlich Europa und Europa stimulierend wirkt, ist eine andere Seite. Und ich glaube, es liegen auch die richtig, die gesagt haben, das Erstarken auch gerade der Europagegner hat auch damit zu tun, wie verzagt und wie doch zum Teil auch verdruckst die Befürworter diesen Wahlkampf zum Teil geführt haben. Dass es kein Naturgesetz ist, dass die etablierteren Gruppen abnehmen und die Ränder zunehmen, hat in anderen Ländern, ich meine in Deutschland die CSU, unsere bayerische Schwesterpartei, war mit ihrem Wahlkampf auch nicht so erfolgreich, der AfD nun intensiv entgegenzukommen, weil das mögen traditionelle Unionswähler eigentlich auch nicht. Die sagen, wir sind die Europapartei und wir haben auch an bestimmten Dingen unsere Kritikpunkte, aber so platt und so banal möchten wir es eigentlich auch nicht. Was heißt das für die Zukunft? Ich glaube, es ist schon wichtig, Kritik, die sich in diesem Wahlergebnis meiner Meinung nach auch ein Stück weit spiegelt und in dieser Wahlbeteiligung diese Kritik ernst zu nehmen. Das europäische Projekt ist vergleichsweise kompliziert, gerade durch die verschiedenen Ebenen, die zusammenwirken, durch die Distanz, die natürlich Brüssel, Straßburg, Luxemburg zu den jeweiligen Meinungsmärkten zu Hause haben. Allerdings muss man auch sagen, wenn man den Wahlkampf verfolgt hat und zum Teil europäische Akteure dort in Veranstaltungen erlebt hat, man hat es dem Bürger auch nicht gerade einfach gemacht, das besser zu verstehen. Also es gibt schon insbesondere in Brüssel eine Art von Spezialsprache, die sich eigentlich in normales Deutsch nur schwer übersetzen lässt. Es gibt sehr, sehr viele Begriffe, die ständig erfunden werden, von Sixpack über den Euro-Plus-Pakt und den ESM, und den Leuten schwirrt da im Zweifelsfall der Kopf und die schalten ab. Und auch die Medien kriegen das nicht so richtig rüber. Und so ein bisschen versuchen natürlich auch die in Brüssel sich täglich damit beschäftigen, für die das Alltag ist, dann auch zu Hause zu vermitteln, na eigentlich wissen wir es besser, ihr habt da eigentlich gar keine Ahnung, ihr seid nicht so tief in der Materie. Ich glaube, das ist eine Attitüde, die trägt der Europavermittlung auch nicht unbedingt so positiv Rechnung. Abschließend würde ich sagen, für mich ein Fazit für die Zukunft wäre, den Satz auch von Herrn Barroso ernst zu nehmen, dass Europa größer und wichtiger werden sollte in den wichtigeren Dingen und sich vielleicht etwas zurücknimmt bei Dingen, die Nationalstaaten subsidiär vielleicht doch besser regeln können. Ich glaube, diese Debatte,
die muss man doch noch einmal sehr intensiv führen und sich fragen, was gehört wirklich auf die europäische Ebene, was können europäische Ebenen besser als die Nationalstaaten, und da gibt es eine ganze Menge. Und bei dieser ganzen Menge, gerade da macht die Europäische Union aus unterschiedlichen Gründen ja auch nicht immer die beste Figur. Wenn man das Thema Außen- und Sicherheitspolitik nimmt, wenn man natürlich dann auch bei der Personalauswahl manchmal eher auf Personen zurückgreift, die nationalen Regierungschefs da nicht so sehr in der Sonne stehen, als dass sie selber nun nach vorne preschen. Wenn man dann dort solche Interessen sieht, da könnte man sich sehr gut mehr Europa vorstellen. Im Thema Energie könnte man sich das vorstellen, im Thema Klima könnte man sich das vorstellen, im Thema Wettbewerb. Ich hoffe sehr, dass sich die Europäische Union engagiert, auf das Freihandelsabkommen mit den USA möglichst schnell zu ratifizieren bei allen Problemen, die es dort gibt, und ein starkes transatlantisches Zeichen auszusetzen. Das sind Dinge, wo ich denke, da müsste Europa mehr tun, um auch international wieder mehr etwas für das eigene Image zu tun und dafür zu tun, dass unser Projekt ein bisschen mehr strahlt. Ich habe für die Adenauer Stiftung lange Jahre in Lateinamerika verbracht, in Mexiko beispielsweise einige Jahre, und da kann man so etwas abschätzig hören, naja, wenn ihr die Vergangenheit sehen wollt, dann fahrt nach Europa, wenn ihr die Gegenwart sehen wollt, fahrt in die USA, und wenn ihr die Zukunft sehen wollt, fahrt nach Asien. Und wenn dann natürlich auch traditionelle Länder wie Spanien dort eher mit der Sammelbüchse unterwegs sind und sagen, helft uns mal, unsere Krise zu überwinden, oder wenn sich in Mosambik die Menschen freuen, dass sie jetzt dort illegal anwesende Portugiesen ausweisen können, dann sind das alles Dinge, die natürlich mit der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit zu tun haben und mit der mangelnden Strahlkraft. Und ich glaube, da sollte Europa ansetzen, da sollten wir unsere Konzentration hinlegen und unsere Energien bündeln. Vielen Dank. Merci beaucoup. Le décalage lié aux interprétations. Bon, moi, je ne vais que dire que deux minutes quand même. Je ne vais pas parler ni l'allemand ni le luxembourgeois, alors moi, je vais parler le français. Merci de votre invitation. C'est très plaisant pour un Français de venir au Luxembourg. D'abord parce que ça repose de la France. Toutes les questions sur le Front National. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas m'en poser plus tard, mais moi je ne vais pas en parler tout de suite là. Et puis parce que le Luxembourg est un pays de grands Européens. Donc, moi j'ai la chance de diriger l'institut fondé par Jacques Delors, mais on est invité par Pierre Werner, qui était grand Européen d'ailleurs, avec un rapport sur l'union monétaire qui en préfigurait un peu le rapport Delors, qui est débouché sur l'euro. Je dis que c'est un pays grand européen en regardant Jacques Santer, qui fait l'honneur d'être là, que je salue. Et puis je sais bien en venant ici qu'on parle beaucoup d'un autre grand européen, Juncker, qui pourrait être appelé à des fonctions justement à sa mesure. Alors, simplement, puisque le thème de la séance est quelle direction pour l'Europe après les élections. Dans le mot direction, il y a justement une double dimension. Il y a une dimension politique d'abord. Quelles orientations, quelles décisions même pour l'Europe. Puis il y a une dimension plus personnelle. On parle de quelle direction, on pourrait presque dire quel directeur, en l'occurrence quel président. Donc moi je voudrais livrer quelques remarques introductives sur cette base-là, avec d'abord une lecture des rapports de force partisans, mais ça a déjà été fait par M. Chris. Ensuite, justement, la dimension programmatique, quelle direction, vers où pourrait aller l'Union européenne sur la base de ces rapports de force partisans. Et puis enfin, donc, les questions relatives aux personnes, aux personnalités, au choix du président de la Commission, mais dont on sait très bien que ce n'est pas un choix qui est fait indépendamment d'autres choix. Ce n'est pas la seule nomination qui doit intervenir dans les prochaines semaines. Alors, premier point, donc, les partis, deuxième point, les personnes, troisième point, les personnes. Premier point, les partis. Je crois qu'au fond, ça a été dit, c'est assez facile de lire les résultats des récentes élections européennes en disant que la droite de gouvernement gagne, mais régresse très fortement. PPE, moins 10 points. Mais elle gagne quand même. La droite de gouvernement au sens large. PPE
Et puis, ce qui fait la différence, c'est tout ce qu'a perdu la droite du gouvernement est gagné par des partis eurosceptiques et europhobes même. Donc les 12 points de gain, on les retrouve là. C'est les 12 points de perte de la droite du gouvernement. Alors simplement, il faut bien spécifier que ces europhobes ou eurosceptiques, et je fais la distinction, ne constituent pas le troisième bloc. La lecture des observateurs incite à penser que c'est un troisième bloc, mais on sait très bien qu'ils sont en réalité extrêmement divisés. Ne serait-ce que parce qu'il y a dans ce bloc partie de la gauche radicale, qui n'a pas beaucoup de points communs avec l'extrême droite, si ce n'est d'avoir un discours hostile sur l'Union européenne. La gauche radicale n'est pas europhobe, elle ne veut pas sortir de l'Europe, elle ne veut pas sortir de l'euro, elle ne veut pas sortir de Schengen. Alors que de l'autre côté, il y a une extrême droite qui veut sortir de l'euro, de Schengen, de l'Europe, qui est europhobe. Et puis à droite, il y a des eurosceptiques et des europhobes. Et la meilleure preuve, c'est que, comme vous le savez tous, les trois pays dans lesquels l'extrême droite europhobe ou la droite extrême europhobe est arrivée en fait, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni et le Danemark, ont mis donc en tête trois partis qui très probablement ne vont même pas siéger ensemble au Parlement européen. Parce que UKIP est le parti du peuple danois juge le Front National infréquentable. Et quand on regarde la façon dont les négociations se déroulent, probablement UKIP va garder son groupe, qui existait déjà, le Front National va peut-être arriver à en créer un, ce sera pas une grande affaire, ce sera la 4e fois qu'il y aura un groupe d'extrême droite au Parlement européen. Et puis, le parti du peuple danois pourrait aller avec les eurosceptiques britanniques. En tout cas, pas avec l'extrême droite. Voilà. Et il y aura encore d'autres extrémistes de droite dans les non-inscrits. Puisque là, cette fois-ci, si on parle du Joly ou de Haute Dorée, c'est eux qui sont jugés infréquentables par le Front National. J'évacue ce bloc pour dire qu'il y a une nébuleuse, donc eurosceptique, europhobe, mais il y a surtout des partis qui ont gagné et qui sont les partis de gouvernement, soit de droite, soit de gauche, de sorte que les conséquences institutionnelles de ce vote vont être assez limitées. C'est-à-dire qu'il y a une fonction tribunicienne des partis extrémistes, des partis protestataires. On va les entendre un peu plus qu'avant. Donc ça, oui, on va entendre leur voix. Mais si on parle de leur voix au sens de suffrage, leur voix ne pèsera pas plus qu'avant, en réalité. Ce n'est pas entre eux que seront négociés les grands compromis au Parlement européen, ce sera entre le PPE et le PSE, avec la pointe des libéraux et des Verts. Et même, je dirais, l'effet paradoxal, c'est qu'il y aura peut-être encore un peu plus de compromis entre les forces politiques dominantes parce que les citoyens le souhaitent, hein, ils ont été placés en tête dans beaucoup de pays, qu'avant. Et aussi des compromis, je le signale, auxquels se rallieront les partis d'extrême droite ou d'extrême gauche. Parce que si on regarde les votes de 2009 à 2014, Mme Le Pen a voté avec les autres plus d'un tiers des fois. Parce que les sujets s'y prêtaient. Voilà. Donc, les conséquences institutionnelles, elles sont assez limitées. Il n'y aura pas de blocage du Parlement européen ni des institutions européennes. En revanche, les conséquences politiques sont plus incertaines. Conséquences politiques de ces résultats, alors je vais évacuer les populistes à ce stade, les extrémistes, pour dire que ce qui frappe, c'est que sans gagner des élections, ils peuvent, sur certains sujets, avoir une influence très forte sur les partis de gouvernement. Sur certains sujets, je veux dire. Je prends deux exemples, l'union monétaire et la libre circulation. Sur l'union monétaire, ils n'ont pas d'influence sur les partis de gouvernement, presque pas. C'est-à-dire que les partis europhobes qui disent qu'il faut sortir de l'euro sont combattus par les partis de gouvernement. Je n'ai pas vu les principaux partis de gouvernement sur ce sujet changer d'attitude. Si je regarde la France, il y a eu des heurts très violents entre l'UMP et le Front National sur cette question. En revanche, si on regarde la libre circulation des personnes, qui est si importante pour un pays comme le Luxembourg, là, il y a une perméabilité et il y a une influence des partis europhobes sur les partis de gouvernement. Le meilleur exemple, c'est M. Farage. M. Farage, 0 siège à la Chambre des communes, 0 siège. 0 siège. Et avec 0 siège, il arrive à dicter une partie de l'agenda politique européen de David Cameron. Il est vrai aussi appuyé par les backbenchers du parti conservateur, pas M. Farage tout seul. Mais tout de même, 0 siège, une influence politique totalement disproportionnée. Et donc ça, on peut le retrouver dans certains États membres où les europhobes sont en point, mais aussi au niveau européen, pas parce qu'ils ont gagné les élections, naturellement ils ne les ont pas du tout gagnées,
mais parce que les partis de gouvernement, sur certains thèmes, pourraient reprendre leur diatribe, voire leur diagnostic, voire leurs recommandations. Alors la chose la plus importante, ça m'amène à mon deuxième point, c'est quelles conséquences politiques de ce vote entre les grands partis du gouvernement, les grands partis qui ont gagné cette élection, et au niveau des programmes, du programme de l'Union européenne au cours des 5 prochaines années. Il y aura sans doute une évolution programmatique de l'Union européenne, c'est en cours de discussion, aussi bien au Conseil européen qu'au Parlement européen, qu'entre les deux. Il y a des réflexions au sein de la Commission européenne là-dessus. Et ça, c'est une des conditions du compromis, certainement, qui pourra être joué pour la prochaine législature. Parce que même si les élections, M. Christ l'a bien rappelé, ont été en grande partie nationales, la plupart des pays sont des élections mixtes, mais il y a quand même une composante nationale forte. Pour la France, il y avait quand même une composante nationale extrêmement forte. Et il y a quand même aussi eu un débat européen. En France, au Luxembourg, en Allemagne et un peu partout ailleurs, dont se dégagent donc à la fois des rapports de force et puis des priorités. Alors si on regarde, il y a deux façons de regarder ça, hein. Si on regarde les premières déclarations des acteurs, le Conseil européen a par exemple dit, compte tenu de ces élections, il y a 4 priorités maintenant sur lesquelles il faudrait qu'on s'entende. La croissance et les emplois d'abord, l'union économique et monétaire, la zone euro, la façon dont on gouverne cette zone euro. Troisièmement, l'énergie, les enjeux énergétiques, l'énergie climat, on dit l'énergie. Et puis quatrièmement, la politique étrangère, les relations extérieures. Ça, c'est 4 enjeux importants qui ont été mis sur la table par le Conseil européen. Si on regarde au Parlement européen, alors il faut regarder maintenant les groupes politiques, mais évidemment, la croissance et les emplois revient très souvent, y compris les emplois des jeunes. On voit aussi des éléments sur les politiques extérieures, hein, la Russie, l'Ukraine, parce qu'au fond, derrière l'énergie, les politiques étrangères, il faut voir l'Ukraine aussi, bien sûr. On voit aussi des prises de position sur la régulation de la finance, sur l'évasion fiscale. Et donc, c'est autour de ça aussi que devront se nouer les compromis. Et puis, il y a une troisième série d'enjeux qui sont les enjeux que M. Price a évoqués, que je vais qualifier d'enjeux démocratiques. Les enjeux sur ce que fait Bruxelles dans nos vies, les enjeux de subsidiarité, les enjeux de lisibilité, sachant qu'on sort d'une période marquée par l'Europe FMI. L'Europe FMI, c'est pas seulement contesté sur le fond de la politique d'austérité, mais c'était aussi contesté sur la forme, une sorte de conditionnalité qui s'est établie entre certains États membres, Bruxelles et Washington. Voilà les enjeux dont on entend parler. Et au fond, moi, si je dis les choses du point de vue plus personnel, je vais répéter un petit peu la même chose. J'en citerai 3. Il y a évidemment les aspects croissance-rigueur. Et ce que j'ajouterais, l'équilibre croissance-rigueur, c'est qu'on est probablement à la fin d'un cycle, à la fois économique et politique. Et que donc, même indépendamment des rapports de force partisans et de ce qui va se nouer dans les prochaines semaines, on est à la fin d'un cycle économique et politique, le cycle de la Troïka. Un mauvais moment à passer pour l'Europe, qui d'ailleurs lui a fait perdre des voix pour 2 raisons contradictoires, que l'Europe FMI, c'était trop d'austérité pour certains, mais c'était aussi trop de solidarité pour d'autres. L'Europe FMI, c'est peut-être la poussée de la gauche radicale dans les pays souverains, mais c'est aussi la poussée de l'alternative Süddeutsche dans l'Allemagne. Pas pour des raisons identiques, au contraire, des raisons contradictoires. Trop d'austérité, trop de solidarité. Un mauvais moment à passer, peut-être, avec sans doute des erreurs commises, mais ce qui est certain, c'est que l'Europe de FMI, on est en Europe de la Troïka, on va un peu lui tourner le dos. Il y a déjà 2 pays qui se sont sortis des programmes, 2 sur les 4. Et les 2 autres, c'est prévu pour bientôt, la Grèce et puis Chypre un peu plus tard. Et donc, il y a effectivement la fin d'un cycle politique, peut-être d'un cycle économique aussi, et la nécessité de faire un peu plus pour la croissance. Donc, si je résumais d'une formule, puisque je dirige l'Institut Jacques Delors, je dirais qu'il faut passer de l'Europe de la Troïka à l'Europe du triptyque.
L'Europe du triptyque, dans notre jargon, c'était le triptyque énoncé par Jacques Delors, qui posait la nécessité d'un équilibre entre la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. C'était ce qu'incarnaient un peu les paquets d'or, un peu de libéralisation marchande et un peu ou même beaucoup de contribution financière de l'Union européenne. Une Europe qui n'était pas seulement punitive, mais qui était aussi une Europe qui aidait. Je crois qu'on va rentrer dans ce cycle-là et qu'au fond, le cycle partisan est assez en phase avec le cycle politique à cet égard-là, parce que le cycle partisan, on peut déjà voir qu'il y a une sorte de rééquilibrage, y compris au Conseil européen, y compris au Parlement européen, et donc à la Commission européenne, entre la droite et la gauche. Et les deux autres éléments, donc c'est l'affirmation externe de l'Union européenne. Là aussi, je raisonnerai en termes de cycle. Nous sortons de 5 années d'introversion. Nous sortons de 5 années à cause de la crise de la zone euro, où nous avons passé un temps infini à essayer de disserter sur les différences entre les Grecs et les Finlandais, entre les Allemands et les Portugais. Et puis si je cite cette fois-ci mon président d'honneur, Pascal Lamy, qui a beaucoup voyagé et qui continue, lui il nous dira que vu de Brasilia ou vu de Singapour, il n'y a absolument aucune différence, ou presque aucune, entre un luxembourgeois, un français et même un irlandais. Tout ça, ce sont des Européens. Vu de Pékin, ou vu de Kuala Lumpur. Est-ce que maintenant que M. Poutine nous rappelle que le monde extérieur a continué à tourner, est-ce que maintenant que nous savons qu'avant la crise, le G8 c'était une moitié d'Européens et maintenant c'est le G20 où les Européens sont en minorité, est-ce que maintenant on va regarder ce qui se passe à nos portes davantage le monde extérieur que nos nombrils respectifs? Non pas qu'il ne fallait pas les regarder, nos nombrils respectifs, mais il me semble que là aussi, sans trop s'y intéresser. Maintenant, on a un débat très vif, tant mieux, avec une normalisation de l'Union européenne qui n'est plus aussi élevée qu'avant. L'Union européenne, c'est pas la Croix-Rouge, ça prend des décisions impopulaires, ça ne fait pas toujours que des euros. C'était vrai au temps de la paix, parce que la paix, ça profite à tout le monde. Mais quand on prend une décision de libéralisation, ça fait des gagnants et des perdants. Il y a une forme de normalisation dans le degré de confiance qu'on fait pour l'Union européenne, le degré de l'image de l'Union européenne. C'est une normalisation parce que si on regarde les enquêtes d'opinion, l'Europe s'est rapprochée des gouvernements nationaux, des institutions nationales, mais pas en dessous, comme dans certains pays. Souvent, elle est encore un peu au-dessus, mais elle est beaucoup moins haute que précédemment. Alors là aussi, fin de cycle. Quelle en sera l'issue? Alors pour terminer ces remarques introductives, j'en viens sur cette base aux enjeux du choix du président de la Commission. Parce qu'évidemment, une fois que se seront nouées les grandes lignes d'un programme pour la prochaine commission, la prochaine législature, il faudra discerner qui va l'incarner. Alors, je dirais 3 choses sur ce registre. La première chose, pour dire que cette nomination ne va répondre ni à un modèle westphalien, ni au modèle Westminster. Alors, je m'explique, le modèle westphalien, ce serait les États décident de tout dans leur coin, sans en parler à personne. Ça, ce n'est pas possible. Ça n'arrivera pas d'ailleurs. Ça ne peut pas arriver parce que le Parlement européen, depuis le traité de Maastricht, doit valider le président de la Commission européenne. Et ça, ce n'est pas le traité de Lisbonne qui nous l'a apporté. C'est vrai depuis le traité de Maastricht. Et même depuis le traité d'Amsterdam, il faut même dissocier le vote sur le président de la Commission, puis le vote sur le collège. Donc ça existait déjà, c'est toujours là. Seulement, il se trouve que il y a une interprétation du traité de Lisbonne qui dit que le Conseil européen doit tenir compte du résultat des élections et que donc, en tenant compte du résultat des élections, ça peut vouloir dire pour les partis politiques qui ont présenté un candidat, donc il faut prendre l'un des candidats qui s'est présenté, voire même le candidat arrivé en tête. Et ça, ce serait le modèle Westminster. Le modèle Westminster, qui est en usage au Royaume-Uni, comme son nom l'indique, c'est un système dans lequel, si vous voulez être Premier ministre du Royaume-Uni, il faut être candidat aux élections législatives. Il faut l'être, parce que sinon vous ne pouvez pas être Premier ministre du Royaume-Uni. Et puis donc le candidat du parti arrivé en tête, et c'est toujours très clair, vu le système électoral en vigueur au Royaume-Uni, il devient Premier ministre.
Il n'y a pas de suspense. Il devient Premier ministre parce que la reine d'Angleterre n'a d'autre choix que de nommer Premier ministre. Mais ça, c'est pas du tout ce qui est écrit dans les traités européens. Il n'est pas nécessaire d'être candidat aux élections européennes pour être président de la Commission européenne. Et deuxièmement, le Conseil européen n'est pas la reine d'Angleterre, avec tout le respect qu'on doit aux monarchies, mais je le dis au Luxembourg. Il a une légitimité propre. Donc il faut un accord entre les deux. Alors sur quels critères cet accord va-t-il intervenir? Deuxième remarque. Si on regarde l'histoire récente, on voit que c'est une question à choix multiple qui va être président de la Commission. C'est comme un QCM avec quand même 3 critères principaux. Il y a l'affiliation partisane, on retrouve le parti, il y a le profil personnel, et il y a le pays d'origine. L'affiliation partisane, ça réserve des surprises, quand on regarde l'histoire. Parce que ça n'a pas du tout toujours été le parti arrivé en tête qui a vu quelqu'un de ses rangs présider la Commission européenne. Ça a été vrai les 2 dernières fois pour M. Barroso, 2 fois le PPE en tête, 2 fois M. Barroso, mais les fois d'avant, ce n'était pas vrai. M. Santer a été désigné par un Parlement européen dont le principal groupe était socialiste et démocrate. M. Prodi a été désigné par un Parlement européen dans lequel le principal groupe, c'était le PPE. Et je dirais que M. Juncker est bien placé pour savoir qu'il peut arriver en tête d'une élection sans devenir Premier ministre. Puisque, si j'ai bien observé, c'est ce qui s'est passé au Luxembourg l'année dernière. Donc ça, c'est la première chose, affiliation partisane, avec une lecture à faire des résultats et des rapports de force au Parlement européen, mais aussi au Conseil européen. Parce qu'il y a une chose qui est vraie, en revanche, c'est que les présidents de la Commission européenne des 20 dernières années ont toujours correspondu à la tendance partisane dominante au Conseil européen. Ça n'a pas été le cas de Jacques Delors avant, ni de M. Thorne avant Jacques Delors, mais ça a été le cas des 20 dernières années. Première remarque. Deuxième remarque sur le profil personnel, évidemment, ça compte. Profil personnel. Il y a une jurisprudence là, qui s'est établie, consistant à dire qu'il faut nommer d'anciens premiers ministres à la présidence de la Commission. Va-t-elle à nouveau être appliquée? C'est écrit nulle part, mais c'est la pratique. C'est curieux parce que Jacques Delors, il n'a pas démérité dans ses fonctions, il n'était pas un ancien premier ministre. Donc ça, c'est un élément. Il peut y avoir des éléments sur le genre aussi, homme-femme. Et puis le pays d'origine. Le pays d'origine, c'est parfois des grands pays, mais parfois des petits. Parfois des pays qui sont là depuis longtemps, parfois des nouveaux États. Voilà. Il faut brasser tout ça. C'est comme un questionnaire à choix multiples. Sauf que ce n'est pas que ça, et ça sera ma dernière remarque. Ce n'est pas qu'un QCM, c'est aussi un Rubik's Cube. Parce qu'il ne faut pas seulement nommer le président de la Commission. Il faut nommer, et je dis il faut dans la dernière période, c'est encore plus vrai, puisqu'il y a 2 nouveaux postes qui ont été créés. Il ne faut pas seulement élire le président du Parlement européen, mais il faut surtout désigner le président du Conseil européen et le haut représentant, vice-président de la Commission, chargé des politiques extérieures et sécurité. Voilà. Donc, évidemment, ça joue, et je reviens à mon point de départ. Les chefs d'État et de gouvernement et le Parlement européen doivent faire tout cela en tenant compte des rapports de force partisans qui ont été dégagés par les élections européennes et qui prévalent aussi au Conseil européen. Et donc, si je veux terminer sur une question que vous m'auriez posée, donc je préfère y répondre, c'est-à-dire la candidature de Jean-Claude Juncker. Eh bien, je dirais que s'il s'agissait d'un QCM, il serait en position très favorable pour être désigné. En raison de son affiliation partisane, en raison de son profil personnel. Il y a déjà eu 2 grands présidents de la Commission, M. Gaston Thorne, M. Jacques Santer, qui viennent de ce pays, et donc le pays d'origine joue aussi. Donc, je dirais, sur ces 3 éléments, il a bon. J'ajoute que le Luxembourg fait partie de la zone euro et de Schengen, ça peut jouer, y compris pour disqualifier d'autres candidats qui viendraient de pays qui n'en font pas partie. Parce que ça aussi, c'est une règle non écrite,
mais qui est souvent appliqué. Évidemment, il y a des objections, hein, même si c'est un QCM, vis-à-vis de M. Juncker. Parce qu'après, on peut dire à la fois il a de l'expérience, en même temps dire il faut de la nouveauté. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails à ce stade. Mais ce n'est pas le point principal. Le point principal, c'est la nature du jeu politique. Est-ce que c'est un QCM ou est-ce que c'est un Rubik's Cube? Et si c'est un Rubik's Cube, la question c'est de savoir si les rapports de force partisans là, qui viennent de se dégager, les rapports de force partisans tels qu'ils ont évolué au Conseil européen, qui est beaucoup plus équilibré que du temps de Merkozy, la grande époque du PPE, est-ce que ces rapports de force partisans permettent au PPE de garder les deux présidences, la présidence de la Commission et la présidence du Conseil européen? Alors si la réponse est oui, M. Juncker peut être nommé à l'une ou l'autre des fonctions. Mais si la réponse est non, nommer M. Juncker à la présidence de la Commission européenne, ça veut dire que le Conseil européen doit passer à gauche, ce qui là pour le coup est assez bizarre parce que le Conseil européen reste quand même un peu dominé par la droite. Voilà, je m'arrêterai là-dessus pour conseiller à Jean-Claude Juncker d'aller s'acheter un Rubik's Cube. Ich glaube, Herr Pries, besonders das, was jetzt gesagt worden ist, das hat Sie bestimmt inspiriert. Naja, grundsätzlich ist die Position der EVP ja sehr klar, sie hat einen Spitzenkandidaten aufgestellt und dann besteht eine gewisse Logik zu sagen, dann ist der Spitzenkandidat auch der erste Kandidat für den Vorsitz der Kommission. Nur, wie Herr Bertoncini ja gesagt hat, es ist ein Verhandlungspaket und es ist nicht der einzige Posten und ich glaube, da ist vielleicht auch für ein bisschen Verständnis zu werben für diejenigen, die eine solche Entscheidung dann doch nicht sofort innerhalb von 2 Tagen vom Zaun brechen möchten, zumal ja auch kein Handlungsdruck entsteht, den Kommissionspräsidenten seitens des Rates innerhalb der nächsten 2-3 Tage vorzuschlagen, sondern da gibt es ja auch eine entsprechende Deadline. Und da sind natürlich unterschiedliche Aspekte, die dort eine Rolle spielen aus deutscher Sicht und in dem Falle sage ich das auch mal aus der Sicht der CDU, ist es natürlich auch eine Frage, was jetzt die Binnenbefindlichkeiten angeht, beispielsweise die Frage, was wird mit Herrn Schulz, wo sich natürlich in der deutschen Koalition die SPD positioniert und sagt, Herr Schulz muss dann einen wichtigen Posten in der Kommission bekommen oder wo auch immer, aber die Kommission spielt da auch eine Rolle und das ist natürlich vielen in der CDU ganz eindeutig nicht zuzumuten, die sagt, die CDU hat die Europawahlen in Deutschland mit 35,5%, mit 8% Vorsprung vor Herrn Schulz gewonnen. Wir sehen überhaupt nicht ein, warum ein erfolgreicher Kommissar wie Herr Oettinger nicht in Zukunft auch dieser Kommission weiter angehören sollte als deutscher Kommissar und dort auch im Zweifelsfalle dann auch nach den entsprechenden Jahren Vizepräsident der Kommission sein könnte. Da wäre vielen sicherlich der Kuhhandel zu hoch, zu sagen, naja, wenn die Kanzlerin nun in diesem Falle ganz massiv Herrn Juncker unterstützt, im Sinne der EVP-Position, was heißt das für andere Positionen innerhalb dieses Pakets? Das muss man sich schon sehr genau anschauen. Und dass natürlich eine erfahrene Politikerin da auch ein bisschen abwartet, weil jeder weiß, dass wenn man sofort mit voller Wucht eine personelle Alternative ganz nach vorne schiebt, dass dann natürlich der Preis bei denjenigen steigt, die man für diese Entscheidung ja auch braucht. Und dass dann natürlich viele kommen und sagen, naja, wir wählen ja aus sozialistischer Perspektive dann gern Herrn Juncker mit, aber das muss natürlich auch heißen bei der Agenda, dass dann beispielsweise bestimmte Stabilitätskriterien dann aufgeweicht werden, dass es zu zusätzlichen Konjunkturprogrammen kommen muss und. Von daher werbe ich schon dafür zu sagen, das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Man hat mit den Spitzenkandidaten natürlich dort auch ein Zeichen gesetzt. Aus der Sicht des Europäischen Parlaments auch sehr verständlich, dass man dort vorgeprescht ist und gesagt hat, das muss jetzt natürlich auch so kommen. Dass es natürlich auch vielen Staats- und Regierungschefs sauer aufgestoßen ist, dass die jetzt scheidenden Fraktionsvorsitzenden noch schnell mal ein Zeichen
mit einer sehr, sehr weitgehenden Interpretation des Lissabonner Vertrages gesetzt haben, das ist vielleicht auch nachvollziehbar. Denn im Vertrag heißt es ja, der Vorschlag soll erfolgen unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses. Da steht nicht drin, einer der Spitzenkandidaten, und zwar der aus der Fraktion mit den meisten Stimmen, muss das werden. Also ein Automatismus wird davon viel nicht erkannt. Und es gibt ja auch Leute, die jetzt nicht unbedingt jetzt mit der Person von Jean-Claude Juncker dort Probleme haben, aber es gibt auch andere, die sagen, uns passt dieses Verfahren nicht. Da spielt Schweden eine Rolle, da spielen auch andere Länder, die sagen, wir wollen uns diese Initiative im Zweifelsfall nicht nehmen lassen. Und wir sind mit diesem Mehrebenen-Europa und mit dieser Austarierung, Vertretung der Nationalstaaten über den Rat, gegenüber Vertretung Europäisches Parlament durch die Direktwahl für viele ja so schlecht auch nicht gefahren, wenn man im Auge hat, dass die gesamte Gruppe letztlich auch irgendwo zusammenbleiben soll. Ich glaube, das ist auch ein hoher Wert, den man nicht ohne weiteres so leicht vom Tisch wischen sollte. Und dann auch denen, die da skeptisch sind, kommen sie aus Ungarn oder kommen sie aus Großbritannien, wenn dort auch aus dem Kreis von deutschen Europaabgeordneten gesagt wird, naja, wenn denen das nicht passt, dann können die ja gehen. Ich finde, das ist eine etwas unterkomplexe Sichtweise. Par rapport à ce que vous venez de dire, donc voilà, nous en Allemagne, on voit les choses, moi, du côté de la démocratie chrétienne de façon très différente. Il y a aussi quand même cette autre sensibilité qui s'est fait remarquer. J'avais cité avant Madame Delvaux qui, lors d'un débat, a dit si on ne respecte pas une sorte de pacte électoral, qui est entré quand même dans la conscience de pas mal de gens, mais en quoi croire encore? Cette sensibilité existe aussi. Et la question qui se pose quand même, est-ce que cette dimension démocratique vers laquelle on a quand même essayé de conduire les gens aussi en matière de participation, si elle est déçue, ne risque-t-elle pas d'entamer, non pas par rapport à la logique des traités, à la pure logique légaliste, juridique, mais dans un contexte politique, ne risque-t-elle pas d'entamer quand même un certain capital de confiance? On invoque énormément les gens qui sont sceptiques vis-à-vis de l'Union européenne. Mais parfois, on a tendance à quand même à négliger ceux qui y croient encore, mais qui commencent à avoir du mal à y croire. Et là, comment est-ce que dans cette balance politique de ce que vous appelez ce jeu entre QCM et Rubik et ce que vous appelez, enfin, ce que vous essayez de caractériser comme un très complexe rapport de force où les forces, disons quand même, qui ont remporté les élections, doivent y trouver à la fois leur compte, mais aussi au niveau national, ne pas déstabiliser les entités politiques ou les acteurs politiques qui sont intervenus. Comment est-ce que là-dedans, on peut trouver un équilibre où la légitimité démocratique de l'Union européenne, au-delà de la lettre des traités, mais aussi dans le contexte politique qu'on a créé, puisse quelque part contribuer à relancer le projet? Peut-être quelques éléments de réponse. Je vais à nouveau citer Jacques Delors, ça fait partie des plaisirs de ma mission. Je crois que le point d'équilibre, c'est que nous sommes dans une fédération européenne d'États-nations. C'est une formule de Jacques Delors, fédération européenne d'États-nations. On n'est pas, donc, je pourrais dire pas encore. En tout cas, on n'est pas on n'est pas les États-Unis d'Europe. Donc il y a une double légitimité qui d'ailleurs est dans les traités, mais pas que dans les traités. Elle est dans le cœur des Européens. Les Européens sont nationaux et européens. Ils ne sont pas que européens. Moi je suis, par le hasard de la géographie, français, savoyard. En fait c'est le pays qui est venu à mes ancêtres. C'est même pas nous qui avons bougé, hein, c'est que nous étions piémontais, savoyards, et puis hop, la France nous a absorbés en même temps que Nice. Voilà. Mais je crois que les Européens sont passionnément nationaux, puis européens. Donc
parle de la légitimité des citoyens qui incarnent le Parlement européen et de la légitimité des États membres qui incarnent le Conseil européen. Là, il y a un débat public qui s'est engagé avec deux fils, c'est très bien. Moi, j'ai toujours soutenu ce point. D'ailleurs, aussi Jacques Delors avait conseillé de faire ça au début des années 2000. Ça a permis de mettre des visages sur les clivages qui sont à l'œuvre au niveau européen. C'est très utile de savoir d'offrir une offre, enfin d'offrir des programmes et des visages qui montrent effectivement entre M. Tsipras et M. Schulz, M. Verhofstadt et M. Juncker, ce n'est pas tout à fait la même chose, et donc il faut choisir, non pas pour contre l'Europe, mais il faut choisir telle ou telle politique européenne. Sauf que le résultat va nécessairement déboucher sur un compromis. Alors il y a un très bon analyste de la politique française et européenne, c'est Jean-Louis Bourlange, que je vais citer, qui a été parlementaire européen, qui a dit malheureusement ce système-là, ça ne peut pas marcher dans plein de pays, et encore moins dans des pays comme la France. Sa formule est très bonne, je trouve, je la partage avec vous. Il disait au fond, la politique française, ça fonctionne sur le mode de l'interrupteur. C'est-à-dire que c'est oui ou c'est non. C'est l'ombre ou la lumière. C'est la confrontation totalement radicale, et globalement stérile d'ailleurs, entre la droite et la gauche, qui par définition ne peuvent jamais être d'accord sur rien, jamais, jamais, jamais. Même si après, quand l'alternance se fait, ils ne mettent pas en cause ce qui a été fait, ou pas grand-chose, et puis même ils reprennent ce que je dis. C'est comme ça. Et donc les Français font partie des peuples d'Europe qui auraient besoin de quelque chose de très clair, effectivement. Et qui n'auront jamais. Parce que la politique européenne fonctionne sur le mode, non pas de l'interrupteur, mais du modulateur. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu plus l'ombre ou un tout petit peu plus la lumière. Je vais pas dire ça en ayant une lecture partisane. Je veux dire que c'est un peu plus vers la gauche ou un peu plus vers la droite. Peut-être c'est plus facile à comprendre dans un pays comme l'Allemagne que dans un pays comme la France. En tout état de cause, je ne suis pas complètement certain, même si bon, je suis très favorable, que les Européens se soient déterminés en fonction du chef de file qui conduisait le Parti européen. On va commanditer une étude de sortie des urnes qui va essayer de mesurer cela. Enfin, on a commandité une étude. On va voir. Mais je ne suis pas sûr, malheureusement, pour les partis politiques pan-européens et le Parlement européen, que les résultats seront que 94% des Français se sont déterminés en fonction de Jean-Claude Juncker et Martin Schulz. Je crains que les chiffres soient beaucoup plus faibles. Et donc je crois qu'il ne faut pas promettre trop aux électeurs européens et donc ne pas croire qu'ils vont être si déçus que cela si jamais M. Juncker ou M. Schulz ne deviennent pas président de la Commission européenne. Wollen Sie es ja kommentieren, Herr Fries? War auch noch dazu Stellung? Ja, Sie haben natürlich an einem Punkt recht, dass es schon starke Stimmen gibt, die das ganz in den Mittelpunkt der Legitimation gerückt haben. Das sieht man ja auch in Deutschland in den Medien und das sind natürlich gerade die auch mit dem europäischen Integrationsprojekt ganz besonders identifiziert sind. Von daher bin ich auch nicht der Meinung, dass man das auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ich glaube allerdings in der Tat, dass dieser Begriff Gleichgewicht und die Beispiele, die auch Herr Bertoncini gerade genannt hat, dass die schon schwer wiegen und dass das ja doch die traditionelle europäische Frage ist, welches Gleichgewicht strebt man an zwischen einer eher föderalistisch orientierten und eher einer intergouvernemental organisierten Union. Und da gibt es in der Tat sicherlich große nationale Unterschiede nach wie vor. Deutschland hat in der Tat nach dem Krieg Europa ja ein Stück weit als Ersatzidentität genommen nach den Verehrungen des Nationalsozialismus. Das war auch natürlich der Nationalbegriff, der Nationenbegriff war verbrannt. Man hatte die Möglichkeit, auf diese Weise auch in die Familie der Völker zurückzukommen auf die Bühne. Da ist es dann auch leichter mit Souveränitätsverzicht. Wenn man jetzt Länder sieht, die eine ungebrochene nationale Tradition haben, da ist das anders. Und wenn man zum Teil jetzt nach Mittelosteuropa schaut und die Debatte
Gesellschaften führt, wenn man gerade jetzt aus dem Warschauer Pakt vor nicht allzu langer Zeit ausgebrochen ist und dann gleich wieder Souveränität transferieren soll. Das ist für viele natürlich nicht ganz so einfach. Und das ist natürlich auch der Begriff Nation, Nationalstolz. Das sind Dinge, mit denen wir uns zum Teil schwer tun, weil die natürlich oft bei uns in einer bestimmten Weise konnotiert sind, in anderen Ländern aber nicht unbedingt, wenn wir das Gleiche sagen. Und damit tue ich mich ein bisschen schwer, weil wir auch in der deutschen Debatte manchmal, und da kommt natürlich ein Thema auch wie AfD und wie anderes mit rein, weil man oft auch aus der Sicht derer, die ganz besonders identifiziert sind mit dem Integrationsprojekt, natürlich oft schon skeptische Fragen, die aber nicht ablehnend sind, oft doch sehr stark manchmal schon in so eine gewisse Ecke schiebt und auch dann sagt, naja, damit muss ich mich nicht auseinandersetzen, das ist mir schon zu nah an Positionen, die ich nicht mag. Und da war natürlich das Euro-Thema, ist ein großer Aufreger und hat natürlich auch enormen Sprengstoff in der Union entfaltet. Das war anders natürlich geplant. Man hat gesagt, das ist eigentlich die Krönung der Integration, die gemeinsame Währung. Wir rücken enger zusammen. Diese Kohäsion hat eigentlich nicht stattgefunden. Teilweise haben sich die Wirtschaftssysteme sogar weiter auseinanderentwickelt. Und wenn man auch natürlich die nationale Rhetorik dann zum Teil sieht mit den Vorurteilen, das ist dann schon was einen erschreckt nach so vielen Jahren europäischer Integration, wie leicht sich Stereotype mobilisieren lassen, wenn in deutschen Zeitungen mit großen Buchstaben dann über die Griechen geschrieben wird oder wenn in griechischen Zeitungen Frau Merkel dann in Nazi-Uniformen abgebildet wird, da merkt man, wie dünn natürlich auch diese Schicht ist, die auf der Integration natürlich dann zum Teil drauf ist. Aber wenn man diese 28 sehr, sehr unterschiedlichen Realitäten hat, dann finde ich, dann muss man damit doch sehr, sehr sorgfältig umgehen. Und auch Europa ist ja nicht immer nur geradlinig vorangeschritten, sondern es hat auch früher schon Krisen gegeben und man hat schon trotzdem versucht, beieinander zu bleiben. Deshalb sollte das jetzt auch nicht nur über eine Personalisierungsfrage jetzt ein Hebel sein, um zu sagen, naja, wer das nicht mitträgt, der stellt das ganze Integrationsprojekt in Frage. Maintenant, il est temps de donner la parole à vous. Donc, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, s'exprimer par rapport à ce qui a été dit, évidemment, allez-y. Monsieur Claes. Question les deux ou même au trois. À propos des propos introductifs du modérateur, la question est venue, l'interrogation. Je pense qu'on a une tendance avant les élections, après les élections, continue de dénigrer, diffamer certains partis. Modérateur, en citant d'autres des Front National fascistes, si on appelle le Front National nouveau, ancien Front National fasciste, alors quel sens garde le terme fasciste désormais? En effet, la stratégie des partis traditionnels, conventionnels, mainstream, bourgeois, je ne sais pas comment les appeler, a été de diffamer, de calomnier, d'isoler, d'exclure de leur bonne société, ou de la bonne société, certains partis, qu'on dit europhobes, etc. Mais est-ce qu'en diffamant un parti, on ne diffame pas ses électeurs? Et ces électeurs, c'est un quart ou plus de la population. Est-ce qu'on ne les touche pas dans leur amour propre? On ne voit pas une réaction d'orgueil blessé? Est-ce qu'on ne les offusque pas, du moins? Et est-ce donc, et ça c'est maintenant pour
j'espère que ce n'est pas de la moutarde et dîner, parce que les élections ont eu lieu, mais peut-être pour les prochaines, est-ce que c'est vraiment une approche intelligente, ou est-ce qu'elle est plutôt peut-être contre-productive? Pourquoi, je dis ça un peu en provoquant, pourquoi pas traiter ces parties critiques de l'Europe, utiliser une expression plutôt neutre, comme des partis normaux? Parce que fasciste, je termine là-dessus, ma question, ça c'est quand même un mot très fort, et je pense qu'il n'y a pas un politologue intelligent en Europe, du moins, qui appellerait le Front National un parti fasciste. Donc soyons un peu prudents et un peu modérés nous-mêmes. Quelle est la question alors? Je vois qu'il y a une chose qui a été dite, c'est vrai, avant je me suis permis d'appeler le Front National un parti fasciste, en référant d'ailleurs à Mme Reding et M. Schäuble. Il y a quelques jours, j'étais après les élections aller faire un tour en France. N'est-ce pas, quand on vous dit qu'il faut d'abord servir les Français, moi, je suis un ami de la France, je suis un des Légion d'honneur, quand il dit des choses pareilles, j'ai un problème, ça me rappelle, je vais un peu sauter, ça me rappelle ces officiers juifs allemands qui avaient la croix de fer et qui, à un certain moment, étaient mis au banc, et puis, après, il est arrivé pire. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer un certain nombre de personnes, quand ils auront le pouvoir, ce qui va arriver. Ça, je me permets de le dire en tant que fonctionnaire, obligé à une certaine réserve, mais il y a des réserves devant lesquelles on ne peut plus se taire. Voilà. Bon, ça c'est par rapport à ce que j'ai dit. Pour ce qui est des europhobes, je crois que ce qui a été dit aussi, on a surtout regardé vers la droite, l'extrême droite. On a été beaucoup plus prudent par rapport à la différence à être faite entre eurosceptiques et europhobes. Et entre eurosceptiques, on est tout à fait d'accord qu'il y a des eurosceptiques qui entrent dans le jeu démocratique, qui même veulent, à leur manière, contribuer à la légitimité démocratique de l'Union européenne. On voit un peu les dernières déclarations de M. Tsipras, même en restant critique peut-être par rapport à ce qu'il dit. Il dit aussi des choses qui ont à voir forcément avec le pacte démocratique. Et c'est ça qui est très important dans tout ce débat. Je crois que là, il n'y a rien de dénigrant qui a été dit par rapport à des partis qui respectent le jeu, mais aussi le jeu de respect de l'autre. Oui, juste rapidement sur l'europhobie et le Front National. Moi, je répète ce que je dis toujours, c'est très pratique d'ailleurs, c'est que le Front National est jugé infréquentable par l'UKIP, par le Parti du peuple danois. Donc, je le répète, parce que c'est eux qui le disent. Je précise, il est jugé infréquentable en raison de son antisémitisme. Je cite M. Farage, le leader du Parti du peuple danois. Et d'ailleurs, je répète que le Front National juge lui-même infréquentable le Jobbik et l'autorité. Et entre tous, il juge une fréquentation un peu particulière, mais en tout cas, il se juge plus ou moins fréquentables les uns les autres. Moi, je n'ai pas employé le mot de fasciste. En effet, j'ai employé le mot europhobe, et je le maintiens au sens où tout à fait, d'ailleurs, détester l'euro, on peut détester l'Europe, on peut détester Schengen, et on le détestait si fort qu'on veut en sortir. C'est la définition de l'europhobie, et il faut bien la distinguer de l'euroscepticisme, parce que l'euroscepticisme est beaucoup plus large, et quand on regarde l'Europe des dernières années, je doute même qu'on a tous une raison d'être un peu sceptique sur ce qu'elle a pu faire ou ne pas faire. Mais l'europhobie, c'est quelque chose de bien particulier. Et là-dessus, le Front National se distingue, je dirais aussi, parce que, je dirais, il fait le strike, il veut sortir de Schengen, de l'euro et de l'Europe. Alors vous me direz, M. Farage, il ne peut pas, parce qu'ils ne sont ni dans l'euro ni dans Schengen, il ne reste plus que sortir de l'Europe. Mais je signale que le Parti du peuple danois ne veut pas sortir de l'Union européenne, pas du tout. Non, pas du tout. Jobbik non plus, je signale que Jobbik, l'Europe, ne veut pas sortir de l'Union européenne. Non, pas du tout, d'ailleurs, dans un pays qui reste donc, très europhobe, très européen.
critique, mais il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Non. Les partis de la gauche radicale, j'ai déjà dit, ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc c'est vrai que quand on cumule ça, la triple europhobie d'un parti qui arrive en tête et qui est lui-même jugé infréquentable par les deux autres partis qui sont arrivés